Pour les Romains, la véritable toilette du matin se passait entre les mains du barbier, qu'on appelait tonsor. Pour en bénéficier, les plus riches n'avaient pas besoin de sortir de chez eux, puisqu'ils en comptaient parmi leur personnel attitré. Les plus modestes, par contre, se rendaient à l'une des nombreuses boutiques, disséminées un peu partout dans Rome. Leur ouverture était soumise à des conditions très précises. En effet, c'est seulement une fois sa formation achevée auprès d'un maître, et après s'être initié au maniement d'une version émoussée de chaque instrument, à la coupe des cheveux et au rasage de la barbe, que l'autorisation était donnée au jeune barbier d'ouvrir à son tour une enseigne. Celle-ci était facilement reconnaissable par les Romains. Prenant place au sein des tabernae, les tavernes, ou bien confisquant une parcelle de trottoir, on les remarquait par les miroirs qui en flanquaient les murs, et dans lesquels les passants pouvaient jeter un coup d'œil pour vérifier leur toilette, ou bien réajuster leurs vêtements. Devant ces vitrines étaient disposés des bancs, sur lesquels s'asseyaient les clients, et qui servaient aussi à délimiter l'espace d'action du barbier et de ses assistants, les cirquitores. En effet, lorsque son tour était venu, le patient venait se placer sur un escabeau, disposé au centre, puis on couvrait ses vêtements avec une serviette de petite ou grande taille, d'un peignoir ou d'une mousseline. Après avoir évalué la masse de travail à fournir, si les cheveux avaient gagné en longueur depuis la dernière rencontre, le barbier procédait à une coupe. Si au contraire la repousse avait été moins généreuse, il se limitait à un simple réajustement sur la dernière mode en date. Celle-ci était dictée par les coiffures adoptées par les empereurs sur les pièces de monnaie ou leurs bustes. La tradition aurait été jusqu'au règne de Trajan une coupe simple, calquée sur le modèle d'Auguste, qui n'accordait à ses barbiers que peu de temps. Sinon, dans la chronologie, Néron demeure une exception, puisqu'il était adepte des coiffures artistiques et travaillées. Au IIe siècle après, la majorité des Romains se suffisait donc d'un simple coup de ciseaux et de peigne, tandis que les élégants, à l'image d'Adrien, de son fils Lucius César et de son petit-fils Lucius Verus, optaient pour les frisures. Pour donner vie à son art, le barbier disposait d'une panoplie d'accessoires. Le principal était le ciseau, qui se différenciait des nôtres par l'absence d'un pivot central entre les lames et d'anneaux de protection à leur base, ce qui avait pour conséquence de créer des irrégularités, qu'on appelle de nos jours des échelles. Le peigne était fait en bois ou en os et se composait de 2 rangées de dents, alignées de chaque côté. Les frisures étaient obtenues soit en jouant du peigne, soit par l'usage du calamistrum, c'est-à-dire une tige en fer chauffé, autour de laquelle le tonsor enroulait les cheveux. Pour le rasage de la barbe, il utilisait des rasoirs ou des couteaux. Le barbier utilisait aussi des pinces. Enfin, un miroir, le speculum, était tendu au client pour qu'il puisse admirer le résultat. Le talent des barbiers, comme dit précédemment, ne se bornait pas à la taille des cheveux, mais s'étendait aussi au rasage de la barbe. Concernant ce dernier point, les Romains s'y plièrent qu'assez tardivement, puisqu'à l'image des Grecs, ils s'en étaient accoutumés. Finalement, les Grecs l'abandonnèrent sous ordre d'Alexandre le Grand. Du côté romain, le port de la barbe se maintient encore, car conforté par la manie de certains grands personnages, comme Titus Quintus Flaminus ou bien Caton l'Ancien, de ne pas s'en passer. Le premier à déroger à la règle fut Scipion Émilien, qui se rasa tous les jours. L'habitude se répandit ensuite sous la dictature de Sylla, fut poursuivie par César, puis par Auguste, si bien qu'au 1er siècle avant, seul un événement grave, comme la décimation des légats du premier par les Éburons lors de la guerre des Gaules, ou encore la perte des légions de Varus à Teutobourg pour le second, fut un prétexte valable pour ne pas se raser. Concrètement, les jeunes hommes étaient initiés au rasage dans le cadre d'un rite appelé la Depositio Barbae, pendant lequel les poils naissant à leur menton étaient passés au fil des ciseaux du tonsor, puis étaient déposés dans une pyxide, qu'on offrait aux dieux. Néron avait enfermé les siens dans une pyxide en or, qu'il remit à Jupiter Capitolin. Trimalchilion, lui aussi, les scella dans une pyxide d'or, qu'il exposait dans sa chapelle privée. Les citoyens les plus pauvres les plaçaient dans une simple pyxide en verre, à l'image de celle découverte dans une des maisons bordant la Via Salaria. La cérémonie se prolongeait ensuite par des débordements de joie et des repas. Rares étaient donc les Romains, passés un certain âge, à ne plus se raser, et Martial compare les réfractaires aux boucs africains qui paissaient au bord du Cynips. Les concernés pouvaient être les soldats et les philosophes. Les esclaves, quant à eux, étaient contraints de se soumettre à la coutume, soit en allant trouver un barbier qui exerçait dans la rue, soit en servant de cobaye au barbier de leur maître. Dans tous les cas, personne ne se rasait soi-même, la faute à un matériel souvent désuet et au manque de technique de la part des Romains eux-mêmes. C'est que le travail demandait une grande dextérité et beaucoup de savoir-faire. Avant tout, l'artisan appliquait sur le visage de son patient de l'eau pure, comme lotion, et affûtait sa lame sur une pierre à repasser, une lamitana,
provenant d'Espagne, qu'il humidifiait avec sa salive. Lorsqu'enfin tous les prérequis étaient remplis, il débutait le travail. La prudence était de mise tout au long du processus, car en plus de l'attention placée dans chacun de ses gestes, le barbier devait surveiller son environnement. La rue, certes, était un terrain hostile, où tout pouvait arriver, et la moindre baisse d'attention ou simple bousculade avec un barbier dans l'exercice de ses fonctions pouvait avoir des répercussions dramatiques, à tel point que sous Auguste déjà, les juristes ont rédigé des mesures visant à déterminer les responsabilités de chacun et à établir le montant des dommages à verser à la victime. Pour prévenir des risques, les barbiers les plus célèbres et les plus consciencieux, comme Pantagatus, pour qui Martial a rédigé une épitaphe, prenaient le parti de travailler très lentement. Pour anecdote, Auguste tuait le temps en lisant ou en écrivant. À cela, Martial, dans son livre 7, Épigramme 83, décrit avec humour l'expérience d'un certain Lupercus, lorsqu'il dit « Pendant que le barbier fait le tour du visage de Lupercus, une autre barbe pousse à son client. » Cependant, tous ne faisaient pas preuve du même bon sens. Chez la majorité des barbiers, ceux qui avaient pris position des carrefours et qui s'occupaient des plus misérables, on ne se préoccupait pas de la qualité du service et du confort du client. Le travail fait à la va-vite était douloureux, parfois sanglant, et les Romains en ressortaient très souvent endoloris de multiples blessures. Et là encore Martial, dans son livre 9, Épigramme 84, ne manque pas d'en dresser un tableau saisissant quand il dit « Celui qui n'a pas envie de descendre de sitôt vers les ombres du Styx n'a qu'à fuir, pour peu qu'il lui reste du bon sens, le barbier Antiochus. Moins cruellement, les couteaux tailladent les bras des fanatiques de Cybèle, quand ils délirent aux accents de la musique phrygienne. Plus doucement, Alcon rabote de sa main chirurgicale les os fracturés. Toutes ces cicatrices que vous comptez à mon menton, tel qu'emporte le front du vieux pugiliste, ce n'est pas ma femme qui me les a faites, malgré qu'elle soit redoutable avec ses ongles courroucés. C'est le fer d'Antiochus et sa main scélérate. Seul, de tous les êtres, le bouc est intelligent. Il vit avec sa barbe pour échapper au bourreau. Et les victimes de ces bouchers étaient si répandues parmi la population que Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, partage bien volontiers avec ses lecteurs la recette de l'emplâtre qu'il préconisait de s'appliquer sur le visage afin de lutter contre les hémorragies, et qui était composé des ingrédients suivants: une toile d'araignée imbibée d'huile et de vinaigre. La visite chez le barbier demandait donc un courage extraordinaire, ce qui faisait défaut à beaucoup. Les Romains les plus craintifs, ou ceux qui étaient excédés par les méthodes employées, recouraient sans regret au service du Dropakista, appelé aussi Dropacator, qui était un épileur, usant d'une ongue, appelée Dropax, fait de résine et de pois censé faire tomber les poils, ou bien s'appliquer sur la peau du Psilotrum, une pommade confectionnée à partir de vignes blanches, ou encore utiliser toutes sortes de pâtes concoctées avec du lierre, de la graisse d'âne, du fiel de chèvre, du sang de chauve-souris, tous ces ingrédients étranges que l'on retrouve énumérés chez Pline l'Ancien. Parfois même ils allaient plus loin, et se livraient à une séance d'épilation, à l'aide de la volsella, une pince à épiler. Le 2e siècle après constitue cependant un tournant dans la vie des Romains, puisque ces derniers, excédés par les tourments subis chez le barbier, supportaient de moins en moins de s'y rendre. Tandis qu'à la même époque, l'empereur Hadrien décida de se laisser pousser la barbe. Ce revirement a connu maintes tentatives d'explication. Pour son biographe, il s'agissait d'un subterfuge, pour masquer une affreuse cicatrice au menton. Pour d'autres, une résolution à mettre fin au supplice. Quoi qu'il en soit, les Romains accueillirent avec soulagement cette nouvelle mode, qui était censée perdurer pendant au moins 150 ans, et à leur tour adoptèrent la barbe. La vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, laissez un commentaire ou un like. A plus.